Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes jeudi 30 janvier 2020. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. D'abord, les titres. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu viennent d'être condamnés à 2 ans et demi de prison ferme et de payer une amende d'1 million de francs burundais pour chacun. La défense compte interjeter appel. Quant à l'Union burundaise des journalistes IBJ, elle est sous le choc. L'État s'engage dans l'assainissement de la filière café pour garantir les intérêts des caféculteurs. C'est dans ce cadre qu'un nouvel organe, l'Office pour le développement du café, ODECA, vient d'être mis en place. Les voyageurs venant de la Chine sont invités à collaborer avec le ministère de la Santé dans l'objectif d'apprendre quelques connaissances sur la prévention de l'épidémie coronavirus qui ont son origine en Chine. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, 2 ans et demi de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais, c'est le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Bubanza à l'encontre des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Leur chauffeur est acquitté. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana avaient été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza au nord-ouest du Burundi. Ils se rendaient dans cette province pour un reportage sur l'incursion du mouvement rebelle venu de la RDC frontalière avec cette province. Le procureur de la République à Bubanza les a accusés de complicité avec ce mouvement rebelle. Les avocats de la défense comptent saisir la cour d'appel qui statuera au fond de cette affaire au second degré. Cette triste nouvelle est un coup de massue dans le monde médiatique au Burundi. L'Union burundaise des journalistes ne s'attendait pas à un tel verdict pour les journalistes qui n'ont fait que leur métier de chercher l'information. Le président de l'IBJ, Alexandre Nyungeko, dit que ce verdict, rendu aujourd'hui, est une preuve de plus que la justice burundaise est incapable de lire le droit. Il a aussi donné un message de soutien à nos confrères qui viennent de passer sa énième jour en prison. Pour l'Union burundaise des journalistes, c'est une mauvaise nouvelle, c'est un coup de massue. Et c'est un coup de massue parce que on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas que quelqu'un qui n'a commis aucun crime qu'exercer sa profession soit vraiment condamné. C'est vraiment regrettable. Mais c'est en même temps, encore une fois, une preuve pour ceux qui avaient au moins un espoir que la justice burundaise pouvait au moins pour ce cas, pour dire le droit. On voit très bien que maintenant, il n'y a plus aucun espoir pour cette mascarade de justice qui est devenue un instrument du pouvoir de réprimer, de répression de la profession, de journalistes, des journalistes, des médias. C'est très regrettable. Mais je voudrais profiter de cette occasion, au nom encore une fois de l'Union burundaise des journalistes, pour envoyer un message de solidarité à nos confrères. Nous sommes de tout cœur avec eux, nous sommes vraiment solidaires dans ces moments difficiles et nous sommes convaincus qu'ils sont innocents et nous sommes sûrs aussi que ce calvaire qu'ils endurent aujourd'hui ne sera pas sans fin. Nous sommes convaincus que ce pouvoir sera un jour il va finir comme de la poudre. Tout ce monde dont leurs droits sont violés seront rétablis par certainement un état de droit que nous attendons et que nous espérons pour bientôt. Le procès Clément Nkurunziza, accusé d'être le planificateur des massacres des étudiants Hutus de l'Université de Burundi en 1995, est un procès émaillé de plusieurs irrégularités. C'est la lecture de Maître Lambert Nigarura. Pour ce juriste, il n'est pas étonnant que ce procès soit une parodie de justice, car c'est un procès plus politique que juridique. Maître Lambert Nigarura s'exprimait sur le réquisitoire du procureur général de la République, Ngozi. Il a requis une peine de prison pour toute sa vie contre Clément Nkurunziza. C'était la semaine dernière, quand Clément Nkurunziza avait comparu en audience publique devant la cour d'appel de Mukaza, qui avait fait itinérance à la prison centrale d'Ngozi.
Clément Nkurunziza est une affaire purement politique. Il a été arrêté de son retour déporté des États-Unis où il a été incarcéré pendant plusieurs semaines dans les cachots du service de renseignement avant d'être transféré à la prison centrale d'Ongozi. Il venait donc de passer presque 2 ans en détention préventive, ce qui est d'ailleurs une violation flagrante du Code de procédure pénale. Et il est poursuivi pour les crimes du Burundi, les massacres des étudiants Hutus à l'université du Burundi. Et ce qui est quand même aberrant, c'est que les crimes qui ont été commis à l'université du Burundi en 1995, comme d'ailleurs d'autres crimes commis depuis l'indépendance du Burundi, ils relèvent de la compétence de la commission Vérité et Réconciliation. Une commission qui a les pouvoirs de mener des enquêtes, d'établir des responsabilités et proposer la création d'un tribunal spécial pour le Burundi. Mais aussi, Clément Nkurunziza avait saisi cette commission. Une commission qui avait d'ailleurs délégué 2 commissaires dans le procès du 22 janvier. Et ces 2 commissaires avaient affirmé en audience publique qu'ils avaient été saisis et qu'ils ont d'ailleurs commencé à mener des enquêtes. Ils ont déjà entendu une 50aine de personnes, dont Clément Nkurunziza. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, l'article 58 de la loi régissant la CVR précise clairement que dans ce cas, le tribunal, la cour est dessaisie automatiquement. Et quand ils ont vu qu'ils venaient de faire quelque chose de grave, que le tribunal risque de se dessaisir de la question, ils ont automatiquement, ils se sont contrariés dans la même audience en une fraction de seconde en disant qu'ils ne peuvent pas empêcher la justice de faire son travail. Ceci est une grave violation. Cela est une honte pour les commissaires de la CVR qui ignorent la loi déjà écrite. L'article 148, alinéa 4 du Code pénal burundais précise clairement qu'après 20 ans, si l'infraction commise constitue un crime punissable de plus de 10 ans de service pénal, il y a prescription. Et vous comprenez que le crime poursuivi date de 1995, il y a déjà 25 ans. Et vous voyez que c'est une violation grave. Mais ce n'est pas étonnant avec visiblement des signes de haine et de vengeance ethnique que ce qui commande la justice, ce qui contrôle la justice, a commencé par le procureur général de la République qui était d'ailleurs à l'université en même temps que Clément Nkurunziza et qui se réclame victime et qui est aujourd'hui l'accusateur principal. Vous comprenez qu'il n'y aura pas de justice. C'est une parodie de justice, c'est une mascarade. Il ne faut pas s'attendre à la loi. À l'université du Burundi, Clément Nkurunziza était quelqu'un de bien, ouvert à tout le monde et qui mettait en avant le dialogue. Il n'était pas du tout un extrémiste. Que la justice burundaise l'accuse d'être le servant des massacres de 1995 à l'université du Burundi est un non-sens. C'est le témoignage de Franck Kazé, l'un des rescapés de ces massacres, survenus à l'université du Burundi. Il était aussi de la même classe avec Clément Nkurunziza. C'est une pure injustice. Je connais bien Clément Nkurunziza non seulement pour avoir été un voisin proche au campus, mais on était dans la même classe. Il était le président de la SER et c'est quelqu'un en fait qui mettait en avant plutôt le dialogue, les échanges, qui étaient ouverts pratiquement à tout le monde. Et je jurerais personnellement que ça m'étonnerait qu'il soit l'un des planificateurs ou le planificateur. J'ai connu des gens et je connais même des noms de personnes qui étaient extrêmement extrémistes, qui étaient d'un extrémisme effarant, qui sont encore, qui se trimballent encore dans la rue sans aucune inquiétude. Mais voir quelqu'un comme Clément Nkurunziza qui était ouvert à tout le monde et qui échangeait avec tout le monde sur pratiquement tous les sujets et particulièrement sur la situation qui prévalait à l'époque pour calmer les esprits, je suis étonné et je suis déçu par la justice burundaise. Aujourd'hui, qu'elle puisse désigner quelqu'un comme Clément Nkurunziza comme étant l'un des planificateurs ou le planificateur du massacre de ce jour-là. Je me suis rendu sur place, j'ai vu ce qui était en train de se passer. Je suis parti avec des amis pour pouvoir retirer certains, notamment un cousin à moi et 2 autres personnes qui étaient sur le point d'être tuées. Et nous sommes parvenus effectivement à les tirer de là. J'ai croisé des gens avec des massues, avec des cailloux, avec des couteaux, avec des grenades. Et on a pu effectivement en retirer certains. Mais Clément Nkurunziza ne peut pas être de ces gens-là.
C'est un procès, à mon avis, qui est purement politique, qui n'a rien d'une vraie justice. Je ne pense pas que la manière dont la CVR est en train de s'y prendre aujourd'hui puisse effectivement réconcilier les cœurs et réconcilier les Burundais. Je m'étonne que la justice puisse se prononcer sur l'affaire de Clément Nkurunziza alors que la même CVR est en train d'enquêter sur cette même affaire. Comment est-ce que cette CVR ne se met pas en avant, ne puisse pas dire à cette même justice d'arrêter le cours de ce procès, d'arrêter de ne pas se prononcer sur cette affaire puisque l'enquête n'est pas encore finie. Je pense que ça va dans la même logique du gouvernement qui est en train de piétiner depuis des années l'accord d'Arusha et qui n'y croit pas du tout et qui donc est en train de manipuler cette même CVR pour qu'elle puisse faire semblant de travailler comme elle est en train de le faire. Et à mon avis, elle n'est pas en train de faire son travail. Poursuivons ce journal sur la page politique. Des décisions prises par certaines autorités d'empêcher les militants issus des partis de l'opposition de vaquer à leurs activités politiques sur les collines ou communes peuvent engendrer une catastrophe. La remarque a été faite ce mardi par Agathon Rwasa, président du parti CNL. C'était dans une réunion du président de la commission électorale nationale indépendante CENI avec les leaders des partis politiques. Agathon Rwasa dit que ces décisions sont en contradiction avec la loi signée par le président de la République. Suivons Agathon Rwasa. Toute autorité a droit de prendre une décision, mais il faudra bien voir que les décisions prises sont légales ici au Burundi, partant de la Constitution jusqu'à d'autres lois, la loi régissant les partis politiques, les réunions et d'autres événements. Pourquoi je le dis? C'est parce que des décisions comme celle-ci font gaffe dans certains endroits. Moi, je suis natif d'Ongozi. Je sais en plus que le gouverneur a pris une décision interdisant toute personne ici de notre commune pour aller dans une autre pour la mission de son parti politique. Pire encore, certains administrateurs refusent même qu'il n'y aurait aucune personne d'une colline quelconque qui pourra aller dans une autre commune à raison des activités de son parti. Beaucoup ont été emprisonnés, les accusant qu'ils avaient effectué une visite à Nyamurenza et à Marangara. Il y en a d'autres qui sont morts à cause des décisions comme celle-là. Je voudrais demander les autorités administratives de respecter les droits qui nous sont autorisés par la loi burundaise signés par le président de la République qui ne peuvent pas être supprimés par nos décisions. C'est impossible. Du moment où la constitution burundaise donne également accès à tout Burundais de circuler librement, un administrateur ne peut en aucun cas empêcher toute personne de circuler sur la colline à une autre. Il en est de même pour un gouverneur, il n'a pas ce droit. Le pays ne se trouve pas non plus dans un état d'urgence. Les partis politiques sont autorisés de travailler dans la transparence. ODECA, Office pour le développement du café, c'est le nouvel organe en charge de la filière café au Burundi. Son objectif est d'assainir le secteur en veillant sur les intérêts des caféculteurs. Selon le ministre de l'Agriculture, Deogide Rurema, la reprise en mai de la filière café par l'État a été inspirée par le mauvais comportement de certains acteurs qui ne voient que leurs propres intérêts en oubliant ceux des caféculteurs. L'ODECA sera opérationnel à compter de la prochaine saison du café. Concernant la saison de 2020 à 2021, les préparatifs vont bon train. Ils sont basés sur la nouvelle stratégie du gouvernement de réorganiser la filière café, dictée par le rapport qui a été validé par le Conseil des ministres du 1er novembre 2019, lorsque le projet de loi sur la reprise de la filière café par le gouvernement de la production à la vente pour veiller sur les intérêts des caféiculteurs et de l'État a été adopté parce que certains intervenants dans le secteur n'y accordent pas assez d'importance. C'est dans ce cadre que le décret-loi du chef de l'État numéro 100/99 du 1er juin 2009, qui régissait l'organe de l'État chargé de coordonner les acteurs de la filière café, ARFIC, a été remplacé par le décret-loi du chef de l'État numéro 100/001 du 7 janvier 2020, qui régit l'organe d'expertise de l'État qui va s'occuper de toutes les activités liées au développement de la filière café.
Cet organe s'appelle ODECA, Office pour le développement du café. Souvenez-vous, quand nous sommes venus, les caféiculteurs percevaient 380 francs par kilo, tout au plus 400. Vous vous souvenez que nous avons pris la décision que 500 francs devait être le minimum. Il y en a qui ont protesté. Pourquoi ? Parce qu'ils ne considèrent que la masse de leurs gains sans considération du bien du caféiculteur. Quand ils ont crié, on leur a dit « Eh bien, quittez !» Mais personne ne s'est retiré. Mais ceux qui ont tenté de faire le malin en ne payant pas les caféiculteurs, on a pris des mesures sans hésiter. Et aujourd'hui, il n'y a aucun impayé. C'est cela la valeur ajoutée de la venue de l'État. Nous ferons tout notre possible pour que ces difficultés qui étaient causées par d'autres ne surviennent plus. Comment pourrions-nous les causer alors que nous sommes l'État ? Signalons que dans le cadre de l'assainissement de la filière café, 12 sociétés qui intervenaient dans ce secteur ont été suspendues. Poursuivons ce journal sur la page santé. Le ministère de la Santé publique demande la collaboration avec les gens en provenance de la Chine pour leur faire savoir comment se protéger l'épidémie coronavirus. Dr Jean Bosco Girukwishaka, porte-parole du ministère de la Santé publique, dit que ce virus présente des symptômes semblables à ceux de certaines maladies comme le paludisme. C'était lors de la conférence de presse qu'il a animée ce mercredi. Il y a une épidémie en Chine. Cette épidémie est causée par le virus corona. Ceux qui sont attrapés par cette maladie meurent plus rapidement. On vous signale que les symptômes sont semblables avec une personne qui a la grippe parce qu'elle a de la fièvre, des maux de tête, la faiblesse et aussi des problèmes de respiration parce que ce virus attrape les organes qui permettent à la respiration d'une personne. Ce sont les symptômes d'une personne qui a attrapé cette maladie coronavirus. Comme vous l'avez entendu, ces symptômes sont semblables avec beaucoup de maladies comme le paludisme, l'Ebola et la grippe aussi. On demande les gens en provenance de la Chine qui nous aident en nous disant où ils ont pu visiter pour aider les médecins ou qu'ils nous disent les symptômes qu'ils ont pu avoir pendant qu'ils étaient dans ce pays. S'ils font cela, ça nous permettra de bien suivre ceux qui ont attrapé cette maladie. Au Burundi, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne savent ni lire ni écrire et la majorité sont des femmes. C'est dans cette optique qu'un atelier de formation de 3 jours a été organisé pour les formateurs qui vont donner ces séances d'alphabétisation aux adultes. L'annonce a été faite par Mme Espérance Nilamewa, la représentante légale du réseau des femmes engagées pour le bien-être et le développement. C'était ce mercredi à Kamenge, à mairie de Bujumbura. Elle a dit également que c'est dans cette logique de lutte contre l'ignorance pour arriver à un développement durable. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne savent ni écrire ni lire, qui n'ont pas eu la chance de passer à l'école. Donc, si on parvient à trouver un bienfaiteur qui pourra nous soutenir, nous pourrions aller même à l'intérieur du pays, dans des différentes provinces. C'est la raison pour laquelle on a mis en place les séances d'alphabétisation des adultes. Nous savons que dans notre centre, nous luttons contre les violences faites aux femmes. La majorité des femmes qui viennent nous consulter nous disent qu'elles ont un grand problème de ne pas savoir ni lire ni écrire. Nous avons organisé ces séances d'alphabétisation des adultes pour promouvoir le respect des droits des femmes. Ça ne concerne pas des femmes seulement. Même les filles qui n'ont pas eu la chance d'étudier font partie pour qu'on puisse arriver à un développement durable, afin que nous tous sachions lire et écrire. Hors de nos frontières, pour terminer ce journal, la relation de bon voisinage entre les États, ce n'est pas un slogan qu'on scande à la longueur des journées, mais plutôt la mise en application de certaines mesures fondamentales qui améliorent les relations entre les États. Le président Paul Kagame l'a dit ce mercredi pendant le dîner avec le corps diplomatique et consulaire accrédité à Kigali. Le président Paul Kagame a précisé également que toujours, quand tu fais du bien aux voisins, lui aussi fait pareil. We can have as many lectures. Nous pouvons avoir beaucoup de lectures concernant notre relation dans notre région. La bonne relation dans la région et la communauté ne peut pas avoir lieu comme certains le font comme un slogan. Non, il n'existe qu'à travers les activités légales qui nécessitent d'être réalisées actuellement.
Quand tu traites bien ton voisin, lui aussi, il te traitera bien. Tu ne peux pas faire la chasse à l'homme puisque ces derniers ne sont pas originaires de son pays. Et que par après, tu diras que cette question n'a pas de fondement. Une question considérée comme immondice. Non, ce qui n'a pas plus de fondement, c'est ce que tu fasses envers tes voisins qui crée en effet une barrière. Pour nous, on ne peut pas jouer d'autres jeux pour déstabiliser les autres qui vivent chez nous. Mais on investit de tout ce que nous avons pour que notre population est bien sécurisée et protégée. Comme ça, aucun ennemi puisse nous infiltrer. Nous devons en outre s'assurer qu'il n'y a aucune personne qui nous guette. Il peut le faire, mais il le payera cher. To set fire on our houses, will do it at a very huge cost to himself. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition en langue française. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.